Et si l'univers n'était qu'un programme informatique géant? Des films comme Matrix ou Inception ont popularisé l'idée que notre réalité pourrait n'être qu'une illusion ou une simulation sophistiquée. Cette interrogation fait appel à plusieurs interprétations. D'abord, il y a celui de la métaphore. Quand on dit que l'univers est codé, parle-t-on simplement d'un langage mathématique qui structure les lois de la physique? Ensuite, il y a le sens physique. Si l'information est un élément fondamental de l'univers, peut-on la décrire, et même la recréer sous forme de données manipulables? Enfin, il y a la spéculation philosophique. Et si notre monde était le produit d'un calcul orchestré par une intelligence ou un système extérieur? Depuis quelques décennies, l'idée d'un univers basé sur l'information ne cesse de gagner du terrain. Des physiciens comme John Wheeler ont posé les bases d'un cosmos où la réalité naît du traitement de l'information. On va voir la fameuse phrase « It from bit ». D'autres, comme Stephen Wolfram, envisagent que des règles simples, à l'image d'un code informatique, puissent générer toute la complexité de l'univers. En vrai, la vulgarisation scientifique a souvent du mal à naviguer entre ces concepts complexes sans tomber dans le sensationnalisme. L'objectif de cette vidéo est donc clair, faire le tri entre ce qui relève de la science établie, de la modélisation, de l'hypothèse sérieuse et de la spéculation pure. Nous allons explorer, point par point, si l'univers peut être vu comme un système d'information, si ses lois peuvent être codées, et jusqu'où cette vision peut nous mener. Peut-on vraiment coder l'univers? Est-ce une question scientifique, philosophique, ou simplement mal posée? Nous allons voir que la réponse, comme souvent en physique fondamentale, dépend surtout de ce qu'on appelle la réalité. Quand tu penses à informer, tu imagines sans doute un message, un code, un échange de données. Mais si je te disais que l'univers lui-même pourrait être vu comme un vaste système d'information? Ce n'est pas une simple métaphore. Pour certains physiciens, la matière, l'énergie, l'espace et même le temps pourraient émerger de bits d'information. Voyons ce que ça veut dire concrètement. C'est pas très connu, mais le concept d'information ne vient pas de la physique, mais de la théorie des communications. Claude Shannon, en 1948, pose les bases d'une mesure mathématique dans l'information. Il définit ce qu'on appelle une information comme un choix parmi plusieurs possibilités. Plus il y a d'incertitudes, plus il y a d'informations transmises. En physique, cette notion a trouvé un écho très inattendu, l'entropie. Si tu as quelques bases en sciences, tu sais qu'en thermodynamique, l'entropie mesure le degré de désordre d'un système. Plus un système est désordonné, plus il y a d'états possibles, donc plus il contient d'informations potentielles. Cette liaison entre entropie et information va devenir cruciale pour comprendre certains phénomènes extrêmes, notamment les trous noirs. Tu as peut-être entendu parler du paradoxe de l'information des trous noirs. Selon la relativité générale, rien ne s'échappe d'un trou noir. Pas même la lumière. Mais selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas disparaître. Que devient donc l'information contenue dans les objets engloutis par un trou noir? Cette tension entre ces deux piliers de la physique a conduit à des théories étonnantes. Stephen Hawking a établi la théorie que les trous noirs émettent une faible radiation, aujourd'hui appelée rayonnement de Hawking. Cette radiation les fait lentement s'évaporer, mais vraiment très lentement. Mais cette radiation semble purement thermique, donc sans information. Si un trou noir s'évapore entièrement, l'information qu'il contenait semble perdue, ce qui viole les lois de la physique quantique. Ce dilemme a conduit certains chercheurs à envisager que l'information est plus fondamentale que l'espace-temps lui-même. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le rayonnement de Hawking. Mais sinon, c'est en se posant ces questions sur les trous noirs qu'intervient une idée révolutionnaire. Et si l'univers n'était pas fait de matière, mais d'information? Le physicien John Archibald Wheeler a popularisé la formule « it from bit ». Tout ce qui est, le it, vient du bit. Selon lui, la réalité physique n'existe que parce qu'elle est mesurée, observée, informée. Il ne faut pas la prendre dans un sens mystique, mais comme une piste sérieuse. Les événements fondamentaux dans la nature pourraient être des interactions d'informations, et non des mouvements de particules dans un espace donné. Ça va totalement dans le sens contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Cette idée, après, elle a été développée dans plusieurs approches modernes. La gravité quantique à boucle, par exemple, propose que l'espace lui-même est quantifié. Il n'existe pas de continuité spatiale, mais un réseau de relations entre points d'information. Après, il y a aussi la conjecture holographique, formulée par Gerhard Hooft et Leonard Susskind. La conjecture holographique suggère que tout ce qui se passe dans un volume d'espace peut être décrit par des informations stockées à sa surface, comme un hologramme, d'où la conjecture holographique, ou principe holographique. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ce principe s'inspire directement de ce qu'on observe avec les trous noirs. Leur entropie est proportionnelle non pas à leur volume,
mais à leur surface. Et si, toi aussi, tu n'étais qu'un ensemble de bits inscrits sur les frontières d'un espace plus grand que celui que tu perçois? La question paraît délirante, mais elle découle de modèles mathématiques très sérieux. L'idée que l'univers soit au fond un système d'information, pas que d'un hologramme, change complètement notre façon de poser les questions en fait. Il ne s'agit plus simplement de savoir ce que sont les choses, mais de comprendre comment elles s'informent mutuellement. L'univers serait alors un gigantesque réseau de traitement d'informations, où la matière, le temps et l'espace ne seraient que des conséquences de règles logiques. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase attribuée à Galilée. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est plus qu'une jolie formule. Depuis des siècles, les mathématiques ne se contentent plus de décrire l'univers. Elles semblent coller à sa structure intime. Comme si le cosmos lui-même obéissait à un code mathématique qu'on essaye peu à peu de déchiffrer. À première vue, les mathématiques sont un outil. Elles nous aident à modéliser, à prédire, à calculer. Mais en vrai, en physique, elles vont bien au-delà. Les équations de Maxwell ont prédit l'existence des ondes radio avant qu'on puisse les détecter. Les équations d'Einstein ont prévu la courbure de l'espace-temps. Et bam, un siècle plus tard, on détecte les ondes gravitationnelles. Et les mathématiques quantiques permettent aujourd'hui de concevoir des ordinateurs qui n'existent encore que dans les laboratoires. Alors on peut se poser une vraie question. Est-ce que les mathématiques sont juste une invention humaine très pratique, ou bien un langage universel que la réalité elle-même suit à la lettre et qu'on essaye nous-mêmes de découvrir? Le physicien théoricien Eugene Wigner parlait de l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. En gros, il s'étonnait que des structures abstraites, créées dans un cadre purement logique, trouvent une correspondance si précise avec le monde réel. Il faut avouer qu'elles sont folles les applications mathématiques en vrai. Bon, après si on remonte dans l'histoire, Platon lui aurait probablement répondu « évidemment ». Pour Platon, les objets mathématiques, tout ce qui est cercle parfait, les nombres premiers, etc., ils existent indépendamment de nous, dans un monde des formes, accessible par l'intellect. Ce que tu observes dans le monde, ce sont des ombres, des approximations de ces vérités idéales. Mais même sans adhérer au platonicisme pur, on est forcé de reconnaître que le réel se laisse modéliser avec une précision stupéfiante. C'est comme si l'univers avait une syntaxe, une structure cachée qu'on apprend à lire. D'ailleurs, le rêve des physiciens, c'est de formuler une théorie du tout, une équation unique, qui contiendrait toutes les lois fondamentales de l'univers. Ce serait un peu le code source du cosmos, si tu veux. On en est encore loin. Le modèle standard de la physique des particules est incroyablement précis pour décrire les interactions fondamentales, l'électromagnétisme, interaction faible et forte, mais il ne prend pas en compte la gravité. Et la relativité générale, qui décrit parfaitement la gravité à grande échelle, refuse de se laisser unifier avec la mécanique quantique. C'est le fameux problème de la gravité quantique. Malgré tout, certaines théories tentent cette unification. La théorie des cordes propose que les particules ne sont pas ponctuelles, mais des vibrations de cordes à plusieurs dimensions. Elle est mathématiquement élégante, mais encore invérifiable. La gravité quantique à boucle, plus conservatrice, essaye d'unifier espace, temps et quantique à partir de structures discrètes. Ces approches ont un point commun. Elles supposent toutes que le monde peut se coder mathématiquement jusqu'à ses fondations. Pas seulement décrire ce qui se passe, mais expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Mais il y a aussi une autre vision. Et si l'univers n'était fondamentalement pas simple? Et si ce qu'on appelle loi physique était émergent, comme la fluidité de l'eau émerge des milliards de molécules en mouvement? Je sais pas si vous comprenez réellement ce que je veux dire, mais dans ce cas, il n'y aurait pas un code simple à découvrir, mais une infinité de niveaux de complexité, chacun régi par ses propres règles. Alors, est-ce que l'univers est mathématique? Ou est-ce juste nous qui avons trouvé un outil extrêmement puissant pour en parler? Peut-être que la réponse n'est pas ou bien ci ou bien ça, mais quelque part entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que si on veut un jour coder l'univers, il faudra d'abord en comprendre la syntaxe. Et cette syntaxe, c'est les maths. À force de parler d'univers codé ou de langage mathématique, une idée vient naturellement. Si l'univers obéit à des lois formelles, peut-on le calculer? Pas seulement le décrire à l'aide d'équations, mais le simuler pas à pas, comme un programme. Et si c'est le cas, est-ce que l'univers est lui-même un programme qui tourne quelque part? Cette idée, elle peut sembler farfelue, mais elle est au cœur de certaines recherches très sérieuses. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord regarder du côté des pratiques actuelles de la physique. Malheureusement, les physiciens théoriciens ne se contentent plus de faire des calculs sur un tableau noir. Cette idée du physicien théoricien comme Albert Einstein, maintenant elle est révolue. Depuis des décennies, il simule en fait l'univers à l'aide d'ordinateurs.
Ces modèles numériques permettent de tester des théories, de simuler l'évolution des galaxies, la formation des structures de l'univers, ou encore le comportement d'un plasma dans un accélérateur de particules, par exemple. Ces simulations, elles sont basées sur des équations connues, ou que les physiciens théoriciens vont modifier. Ces équations, elles sont résolues de manière approximative sur des grilles d'espace-temps. L'ordinateur, il ne comprend pas les lois physiques, en fait il suit des règles. Mais à mesure que la puissance de calcul augmente, ces modèles deviennent si réalistes qu'on pourrait presque les confondre avec des mini-univers. Ce que cela montre, c'est que les lois de la physique sont en grande partie calculables. On peut les faire tourner sur une machine. Et si nous, de notre côté, sommes capables de faire ça, alors pourquoi l'univers ne le ferait-il pas lui-même? C'est ici qu'intervient une idée radicale. Et si l'univers était lui-même un programme basé sur des règles discrètes, simples, mais qui, combinées, produisent la complexité que tu observes chaque jour? Le physicien Stephen Wolfram est l'un des grands promoteurs de cette vision. Avec son travail sur les automates cellulaires, il a montré qu'il est possible de générer des structures incroyablement complexes à partir de règles très simples. Alors, avant tout, un automate cellulaire, c'est quoi? C'est un système composé de cellules, par exemple des carrés noirs ou blancs, qui évoluent dans le temps selon des règles très précises. Ces cellules et ces règles, elles sont établies en fonction de l'état de leurs voisines. Ça peut être des règles très complexes comme des règles extrêmement simples. Certaines règles donnent des motifs symétriques, d'autres des motifs chaotiques, mais quelques-unes génèrent une complexité inattendue, presque vivante. D'ailleurs, un automate cellulaire qui est extrêmement simple mais qui donne une complexité folle, c'est le jeu de la vie. David Loabre a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. Mais bon, tout ça pour dire que selon Wolfram, l'univers pourrait être un automate cellulaire géant. Un réseau de points d'espace qui interagissent selon des règles locales, donnant naissance à la matière, aux lois physiques et peut-être même à la conscience. Il développe cette idée dans son projet ambitieux A New Kind of Science, puis dans The Wolfram Physics Project, où il propose des modèles concrets pour simuler l'espace-temps. Cette approche repose sur un principe clé. La réalité pourrait ne pas être continue, mais discrète. L'espace, le temps, la matière, tout cela serait quantifié, comme des pixels invisibles au microscope, mais qui sont bien là en fait. Mais attention, modéliser un système, ce n'est pas prouver qu'il fonctionne comme ça dans la réalité. La grande question reste, ces modèles sont-ils des analogies pratiques ou bien des descriptions exactes du fonctionnement de l'univers? Et surtout, s'il existe un code source, peut-on le retrouver? Ou bien ce code est-il si compact, si abstrait, qu'il nous restera à jamais inaccessible? Si l'univers peut être codé, s'il peut être simulé, alors une question s'impose. Et si nous étions déjà dans une simulation? Cette idée, aussi vertigineuse que dérangeante, est prise au sérieux par certains philosophes et scientifiques. Non pas parce qu'elle est prouvée, mais parce qu'elle pose un vrai problème logique et conceptuel. Bienvenue dans l'univers de l'hypothèse de la simulation. En 2003, le philosophe Nick Bostrom publie un article qui va faire beaucoup de bruit. Are you living in a computer simulation? Il ne dit pas que nous sommes dans une simulation, mais qu'une des trois propositions suivantes est nécessairement vraie. La première est que les civilisations technologiques s'éteignent avant d'atteindre un niveau où elles pourraient simuler des univers entiers. La deuxième est que les civilisations avancées n'ont aucun intérêt à simuler leurs ancêtres. Et la troisième est que nous sommes presque certainement dans une simulation. Autrement dit, si des simulations de mondes conscients sont possibles et que les civilisations avancées en créent des millions, alors il est statistiquement plus probable que tu sois un simulé plutôt qu'un être biologique du monde de base. Ah, c'est perturbant, hein? Ça peut paraître absurde, mais c'est justement la force du raisonnement. Il ne se base pas sur des preuves directes, mais sur une chaîne logique, difficile à réfuter sans rejeter un des trois piliers. Bon, après, supposons que tu sois dans une simulation. Y aurait-il des indices, des bugs dans la matrice, des artefacts dans la physique? Certains chercheurs ont exploré cette idée. Par exemple, si l'univers est simulé sur une grille numérique, comme un jeu vidéo très avancé, alors il pourrait y avoir une résolution minimale de l'espace, une sorte de pixelisation du réel. Cela rejoint les idées de la gravitation quantique, où l'espace-temps serait discret à très petite échelle, quand on arrive à environ la longueur de Planck. Un autre indice potentiel, c'est la vitesse de la lumière. Pourquoi une limite de vitesse dans l'univers? Certains y voient un parallèle avec les limites de transmission de données dans un système informatique. Mais bon, si vous voulez vraiment bien comprendre la vitesse de la lumière, je vous conseille de voir ma dernière vidéo. Mais sinon, il y a même eu des tentatives pour modéliser l'univers comme une simulation sur réseau. Des chercheurs ont imaginé des expériences pour détecter une anisotropie subtile dans le fond cosmologique qui trahirait une structure de grille sous-jacent. Résultat, jusqu'ici, rien de concluant. Mais attention, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence.
Je n'aime pas trop utiliser cet argument parce qu'il est beaucoup utilisé par les croyants, mais ici je tenais à le souligner quand même. Mais bon, au lieu de se dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, la question fondamentale est surtout, peut-on vraiment détecter un système dont on ferait entièrement partie ? C'est un peu comme une intelligence artificielle qui essaierait de comprendre le code qu'il a fait tourner sans jamais sortir de son propre monde. Je peux me tromper, mais ça me paraît pas trop réalisable. Alors, l'hypothèse de la simulation n'est donc pas sans critique. Beaucoup de philosophes et de scientifiques la rejettent pour une raison simple, elle n'est pas falsifiable. Si on ne peut ni prouver ni réfuter qu'on est dans une simulation, est-ce encore une question scientifique au final ? D'autres estiment que c'est une extrapolation excessive des technologies humaines. On suppose qu'une civilisation future voudrait simuler son passé. Mais pourquoi le ferait-elle ? Par curiosité, pour jouer comme un dieu, rien ne le garantit. Enfin, certains dénoncent une forme de solipsisme technologique. Ici, on utilise des mots complexes. Pour donner une définition exacte, selon Robert, le solipsisme est une théorie d'après laquelle il n'y aurait pour le sujet pensant d'autres réalités que lui-même. Bon, dans notre situation, le solipsisme technologique serait le fait qu'on projette nos outils, les ordinateurs, les logiciels, les simulations, etc., sur la réalité, comme d'autres ont projeté des mythes religieux ou des métaphores biologiques avant nous. Ainsi, que penser de tout ça ? Même si on ne peut pas prouver qu'on vit dans une simulation, le simple fait qu'on puisse poser la question avec des outils logiques et scientifiques en dit long sur notre époque, et sur notre fameuse obsession à comprendre, décrypter, et peut-être reprogrammer la réalité. Ce n'est absolument pas négatif, la question est simplement pourquoi ? Bon, pour continuer, s'il y a bien un domaine où la réalité semble se comporter comme un système d'information, c'est la mécanique quantique. À l'échelle des particules, les lois de la physique ne sont plus déterministes, mais probabilistes. Ce n'est pas que tu ne vois pas tout, c'est que la réalité elle-même n'est pas définie tant que tu ne l'observes pas. Comme si l'univers attendait ton regard pour actualiser ses données. Et ça, c'est exactement ce que ferait un système informatique optimisé, ne calculer que ce qui est nécessaire au moment où c'est demandé. Pour mieux comprendre le rôle de l'observateur et de la mesure, tu as sûrement entendu parler de l'expérience des fentes de Young. Quand on envoie des particules, comme des électrons, une par une vers deux fentes, elles créent une figure d'interférence typique d'une onde, sauf si on observe par quelle fente elle passe. Dès qu'on mesure, le comportement change, comme si la particule savait qu'elle est observée, et décidait ainsi de se comporter autrement. Ce n'est pas une curiosité, c'est un des piliers fondamentaux de la mécanique quantique. L'état d'un système n'est pas défini avant la mesure. On parle de superposition d'états. Un objet quantique est en quelque sorte dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'on l'observe. Évidemment, tout ça est vulgarisé. Mais alors, qu'est-ce que l'observation ? Est-ce que ça implique forcément un esprit conscient ? Ou juste un appareil ? Ou même un simple échange d'informations ? C'est assez superflu. Cette question mène à des théories comme celle de la réalité participative défendue par John Wheeler, encore lui. Selon lui, l'univers serait inachevé, et chaque observation contribuerait à construire le réel. Là encore, c'est une vision où l'information est plus fondamentale que la matière elle-même. Bon, avec la montée de l'informatique quantique, la notion de bit quantique, qubit, devient centrale. Contrairement à un bit classique qui vaut 0 ou 1, un qubit peut être dans une superposition des deux, et être intriqué avec d'autres qubits. Cette propriété permet, en théorie, des calculs exponentiellement plus puissants que ceux des ordinateurs classiques. Mais surtout, les chercheurs ont réalisé que la mécanique quantique peut être formulée en termes purement informationnels. C'est la base de la théorie de l'information quantique. Des concepts fondamentaux comme l'intrication ou la téléportation quantique sont en fait des transformations d'informations. Seth Lloyd, un des pionniers dans ce domaine, va encore plus loin. Il propose que l'univers lui-même est un ordinateur quantique. Il ne se contente pas de contenir de l'information, il la traite. Selon lui, chaque interaction entre les particules est une opération logique, et l'histoire de l'univers est le résultat d'un gigantesque programme quantique tournant depuis le Big Bang. La mécanique quantique n'est pas qu'un ensemble d'équations bizarres, c'est peut-être le cœur même du code de l'univers, un système basé sur de l'information, qui ne produit du réel que quand il est interrogé, comme un programme paresseux qui charge ses textures au dernier moment. Alors, la question de la vidéo qui est « Peut-on vraiment coder l'univers ?» À ce stade, tu pourrais tenter de répondre « Oui, bien sûr, l'univers est un gigantesque programme, il suffit de trouver la bonne ligne de code pour tout comprendre. » Mais les choses ne sont pas si simples. Il faut distinguer ce qu'on peut modéliser, ce qu'on peut calculer, et ce qu'on peut réduire à un code réel. Car modéliser l'univers, ce n'est pas forcément le coder, et coder l'univers, ce n'est pas forcément le comprendre.
Commençons par la pratique. Aujourd'hui, on modélise des pans entiers de l'univers avec des ordinateurs, des galaxies, des trous noirs, des structures du cosmos. On peut aussi simuler des particules, des fluides, des champs électromagnétiques. L'intelligence artificielle permet même de générer des lois approximatives à partir de données expérimentales, sans connaître les équations sous-jacentes. On parle alors de physique pilotée par les données. Mais attention, tout ça, ça repose sur des approximations, sur des simplifications. Aucune simulation ne modélise tout l'univers. Ce serait absurde, car il faudrait un ordinateur aussi grand que l'univers lui-même, au final. Même si on avait le code exact, le coût en calcul serait phénoménal. Des chercheurs, comme Seth Lloyd, ont estimé la capacité de calcul maximale de l'univers en fonction de la quantité d'énergie et d'espace disponible. Résultat, il y a une limite fondamentale à ce qui peut être calculé dans un univers donné. En gros, même l'univers n'a pas une puissance de calcul infinie. Donc oui, l'univers peut être simulé localement, approximativement, mais pas totalement et parfaitement. Et c'est peut-être une bonne chose, ça te laisse une part d'inconnu. Ainsi, sur le plan théorique, on a vu que plusieurs approches suggèrent un fondement informationnel de la réalité. Il y a la mécanique quantique, tout ce qui tourne autour de la gravité, et les simulations qu'on fait actuellement. Mais attention à ne pas confondre modèle et réalité. Dire que l'univers est comme un code, ou qui peut être modélisé par un code, ne veut pas dire qu'il est littéralement un programme informatique qui tourne quelque part. C'est une métaphore puissante, utile pour explorer certaines hypothèses, mais qui ne dit pas tout. Et si l'univers est un programme? Alors, il surgit la question la plus vertigineuse de toutes. Qui l'a écrit? Est-ce une intelligence? Une boucle sans origine? Un hasard mathématiquement nécessaire? Certains y verront peut-être un appel à un dieu, d'autres une simple absurdité logique. À ce stade, tu n'es plus dans la science, mais dans la philosophie de la science, voire dans la métaphysique. Et ce n'est pas grave, penser les limites du savoir, c'est aussi faire de la science en quelque sorte. Et si coder l'univers était une fausse piste, une obsession humaine née de notre besoin de maîtrise, de notre culture numérique? Peut-être que coder l'univers, c'est passer à côté de ce qu'il est vraiment. Ainsi, je ne suis pas habitué à citer des théologiens, mais je veux citer Søren Kierkegaard, qui a dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat ». Non, je déconne. Il a dit « La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience ». Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci évidemment aux tipeurs qui m'aident chaque mois, votre soutien est une grande aide. Et merci aussi évidemment à ceux qui s'abonnent, like, partagent et laissent leurs pensées et leurs petits mots dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de voter pour une des prochaines vidéos.